C'est la parole et je vais me mettre ici parce que j'ai pas de PowerPoint, quoique ça c'est très bien. Compte de clôture. Oui, alors on va regarder, tout dépend. Les conteurs c'est toujours très délicat parce que quand on leur donne la parole, ils ne la rendent jamais. Le conteur est un parleur, est un bavard qui a trouvé enfin l'occasion pour que tout le monde l'écoute. Enfin, ça dépend. S'il est bon, tout le monde l'écoute. Si j'en vois une qui parle, ça va barder. Mais juste peut-être avant, par rapport à cette thématique de votre journée Soigner la mort, accompagnement, négociation et décision autour de la fin de vie, donc on en a jusqu'à -10, hein, c'est juste. C'est juste, hein, pour voir à peu près combien j'ai de temps. Oui, je devrais avoir le temps pour deux comptes. Peut-être rappeler 2-3 choses. D'abord, en effet, je m'occupe de la question de la mort en tant que thanatologue, en tant que conteuse. Je fais aussi beaucoup d'autres choses. J'ai amené une valise pour ceux que ça intéresserait de connaître un petit peu plus les différentes choses qui se font. Je fais partie de la Société d'études thanatologiques qui a organisé pour Bernard Crétat son dernier café mortel, un enterrement qui était plutôt distrayant. Et entre autres choses, on vient de sortir une publication. Ça, c'est des choses que je fais, que je trouve très importantes de faire au niveau du réseau, de pouvoir travailler autour des livres pour enfants. Aujourd'hui, c'est très difficile de parler de la mort. Je pense aux sages-femmes qui étaient là cet après-midi, aux autres professionnels de la santé qui étaient là ce matin. Souvent, la mort est difficile à aborder, c'est un sujet, une thématique lourde. Le fait d'en parler aux enfants oblige à une simplification, je dirais pas du tout abusive, mais à pouvoir retrouver l'essentiel et trouver des mots vrais qu'on essaie d'éviter le plus longtemps possible quand on est adulte. Et il y a tout un travail qui se fait avec les bibliothécaires et les éditeurs de livres pour trouver des livres qui abordent cette question de la mort avec les enfants. Alors, on vient de sortir une bibliographie qui existe depuis quelque temps maintenant, 2 mois, 1 mois, qui recense plus de 70 livres qui viennent de paraître depuis 2 ans dans les différentes maisons d'édition françaises. Donc je le mets là si jamais ça intéresse 2-3 personnes. Dans cette thématique de la représentation de la mort, l'album pour enfants représente un petit peu pareil que le débat ou l'enjeu du conte, puisque le conte va s'occuper de cette extrêmement difficile question de comment représenter ou donner une forme à ce qui par essence n'en a pas, c'est-à-dire ma mort. Comment est-ce que je peux me représenter la fin ou ma fin? Et on va s'apercevoir que depuis toujours, peut-être pas depuis toujours, mais depuis le XIe siècle à peu près, on va voir des contes apparaître. C'était l'époque où la communauté existait, qui a tendance à beaucoup disparaître maintenant, hein. Le clan, le village, le groupe. Le soir, à partir de l'automne, les gens se réunissaient, faisaient des veillées pour économiser la lumière, pour économiser le bois. Tout le monde se rassemblait et puis les contes commençaient. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de parole orale qui se transmettait. C'était souvent de la sagesse aussi. C'était souvent une espèce de catéchisme social, c'est-à-dire qu'on racontait des histoires. Les gens étaient là à travailler avec leurs mains, filaient, travailler au rouet, réparer des outils. On le sait bien, quand les mains travaillent, les images peuvent naître, hein, le rêve est possible. Et voilà, il y avait toujours quelqu'un qui racontait une histoire, puis quelqu'un d'autre après. Et dans les contes qu'on a racontés autour de la mort, on voit apparaître 4 représentations de la mort. Je vous fais juste ce petit jus théorique, puis après, je vous jure, je passe au conte. Mais que vous puissiez repérer, après tout, c'est un cours, c'est important que vous ressortiez plus intelligent qu'avant, et puis on peut se distraire, mais il faut apprendre en même temps. Donc, les 4 représentations de la mort, essayez de les repérer dans les contes que je vais vous raconter. La première représentation de la mort, la première image qu'on va voir de la mort, on la voit toujours aujourd'hui dans notre société et dans nos cultures, c'est la mort macabre. On va voir arriver cette représentation de la mort à peu près vers le XIVe siècle, quand la peste va arriver en Europe. Jusque-là, on pensait que les morts, s'ils étaient condamnés à aller en enfer, allaient être abominablement traités. Et c'est là qu'on avait des scènes horribles d'enfer, où tout le monde était tout nu, et où tout le monde se chevauchait parmi. Il y avait un côté affreux, mais en même temps, qu'est-ce que c'est croustillant de voir ces affreux. Ils se faisaient brocher sur des... Mais c'est quand même intéressant, hein, on regardait horrifié. Cette fascination, on la voit encore aujourd'hui. Tout ce qui est tête de mort, on sort de Halloween. C'est pareil, à Yverdon, ça avait l'air d'être pas mal ce week-end. L'année prochaine, j'essaierai d'aller à Yverdon avec les morts vivants qui débarquaient à Yverdon et puis tous les trucs possibles pour se faire des masques dégueulasses. Eh bien ça, c'est vraiment le macabre.
Et le macabre, on va le voir venir arriver avec la représentation du squelette plein de vers, d'asticots, l'espèce de cadavre, de charogne ambulante. Et la mort va commencer sa première représentation comme ça, et on va la voir dans les contes comme ça. Ça va durer 2 ou 3 siècles. Après, il y aura la Renaissance. On va aller déterrer les morts, comme on l'a vu ce matin, pour pouvoir voir comment ils sont faits. Et puis la mort, du coup, va perdre son côté fascinant d'horreur. Ça va devenir un squelette propre, puisqu'on comprend comment il marche. Et on va le voir arriver avec plus la faux, cette fois, mais un sablier. Et c'est une nouvelle facette de la mort qui apparaît dans la peinture, dans les contes, dans les poèmes aussi, qui est la mort fonctionnaire. Maintenant, la mort est plus horrible, elle est propre, elle est sèche, elle est presque stérile, mais elle arrive avec un sablier, elle regarde plus le mort qu'elle va emmener ou le mourant qu'elle va emmener, mais elle regarde les grains de sable qui passent dans le sablier, et quand c'est l'heure, hop, je te prends. Tu peux discuter, tu peux râler, je te prends. Donc ça, ce sera la deuxième facette de la mort qu'on va voir arriver, squelette propre, plus rien de dégoûtant ou de macabre véritablement, mais un sablier. Et puis la troisième représentation va arriver à la révolution industrielle, où petit à petit à la révolution industrielle, on commence à perdre les références traditionnelles de la communauté, le savoir-croire, le patois, l'électricité arrive dans les fonds des vallées, les veillées s'arrêtent, les contes de la mort s'arrêtent aussi, on cesse d'avoir des pratiques connues et rituelles, et on entre dans le grand désarroi de 1850-70. La médecine commence à s'occuper des morts et les autopsies à tour de bras, et on va voir la mort apparaître sous sa véritable forme d'éros et thanatos, à savoir la mort séductrice. Et la mort séductrice, ça va être une représentation qui vient d'Allemagne. En allemand, la mort est masculine, der Tod. Et on va voir arriver un mort qui va séduire les filles, qui va les intruser, les violer. Ça va être la naissance des vampires. Le vampire vient d'Allemagne à cette époque-là. Mary Shelley va aller le prendre en Allemagne, elle va l'amener en Angleterre. On va voir cette espèce de vampire qui est typiquement la représentation de la mort séductrice. Un homme qui arrive, qui ouvre la porte à minuit, le 31 octobre, avec le vent. Un superbe type, Joe Black. Bon, ouais, ça c'est que les vieilles qui ont vu ce film et qui ont adoré. C'était quand Brad Pitt était encore jeune et moins lipu. Mais ça date, hein. J'ai regardé ça l'autre jour, franchement on s'en kikine. Ouais, faudrait refaire un truc. Moi je verrais assez George maintenant faire quelque chose comme ça. Enfin, il faut voir. Et alors la mort à ce moment-là, c'est un bel homme qui arrive, qui séduit. C'est exactement les séries sur les vampires aujourd'hui. C'est absolument pareil. Le bel homme qui arrive, qui embrasse la fille, et ça continue. Sa composante féminine, ce serait la sirène. Dans la vieille mythologie, c'est vraiment ça, la sirène, la femme glacée qui arrive, qui séduit. Et la mort séductrice, on l'a dans très très peu de contes. Je ne sais pas si je vais peut-être commencer par ça. Je crois que je vais vous raconter un conte horrible avec une mort séductrice, comme ça ira bien avec l'époque, et puis je finirai bien après par la dernière facette qui est la mort amie. La mort amie qui commence à apparaître un petit peu en 1870-90, comme ça, avec les anges dans les cimetières. Les anges, l'ange est typique de la mort amie et qui va trouver sa place vraiment grâce aux soins palliatifs, où étonnamment maintenant la mort devient une accompagnatrice, une accoucheuse, une sage-femme. On va représenter la femme comme l'accoucheuse et la mort, retrouvant par là les 3 aspects de la mort mythologique des parcs. Hein, la petite fille qui tisse, qui fait un fil à partir d'une masse laineuse. Sa sœur mûre, une femme mûre, empelote le fil, en fait vraiment une pelote. Et la 3e, Atropos, la plus âgée, qui a une robe noire, mesure le fil et le coupe. Donc on est en train progressivement maintenant de retrouver une image de mort amie. Donc 4 facettes de la mort que vous pourrez à loisir retrouver dans les 2 contes que je vais vous raconter. La mort macabre, crâne, etc. La mort fonctionnaire, squelette propre et puis sablier. La mort séductrice, très troublante, très ambiguë. Et puis la mort amie, celle qui nous ouvre les bras et avec laquelle on peut s'en aller dans l'autre pays.
Ça va, je vous raconte un conte de la mort séductrice, le seul conte que je connaisse en français de la mort séductrice. Horrible. Vous voulez un conte horrible? Puis après, je vous finis par un joli? Oui? Non, parce qu'il faut l'adhésion du public, sans ça, moi, Oui, bon. Alors attention, c'est un conte qui s'est passé en Valais. Excuse-moi Marc-Antoine, mais toute ressemblance avec un valaisan existant ou ayant existé est fortuite. Ça va, on est d'accord? C'est un conte, c'est pas vrai. Donc, il était une fois un valaisan. Un valaisan des Valais, hein? Valaisan de... Allez, on va le mettre dans le Val d'Hérens. Tout en haut, il travaillait. Enfin, sa femme travaillait beaucoup. Lui, de temps en temps aussi. Et comme tous les valaisans des vallées, en haut, il avait des vignes à Sion. C'est encore comme ça maintenant, il paraît. Mais ça, c'est vrai, tandis que mon conte est faux. Et quand c'était l'époque d'aller faire les effeuilles, de faire tout le travail, il envoyait sa femme, son mulet, qui descendait à pied, qui partait à 2h du matin, qui rentrait à 2h le matin suivant, parce qu'il fallait quand même qu'elle travaille, parce qu'il n'était pas là, alors on faisait quoi? Mais quand c'était les vendanges, c'est lui qui descendait. Oui, parce que quand même, il faut prendre le temps. Et puis les vendanges, c'est une affaire d'homme. Surtout que ça lui permettait d'habiter Sion pendant à peu près une petite semaine et de retrouver un peu les gens qui connaissaient à Sion, quoi. Les copines... Puis on pouvait quand même pas remonter tous les soirs. Ah, ça fait long quand même, Sion et Volaine, il faut voir à pied. Il y a que les touristes anglais qui adorent faire ça. Mais quand on travaille à cette époque-là, ça prenait du temps. Donc, il est à Sion, pour les vendanges. La journée, il vendange, de l'autre côté, près de Grosne ou Bramois. C'est il y a longtemps, hein. Et puis le soir, il rentre à Sion, on lui a prêté une petite chambre sur le chemin qui mène aux églises, là. Il met son mulet dans l'écurie. Et puis, il va aux tavernes, au cabaret, rencontrer un peu les connaissances, quoi. Puis le lendemain, il repart travailler. Et c'était à l'époque où la ville de Sion était fortifiée. Il y avait une énorme muraille qui l'entourait, avec une porte qu'on fermait tous les soirs, parce qu'on avait peur des ennemis. Alors, selon les soubresauts de l'histoire, les ennemis, ça peut être les Suisses allemands, ou bien les Français, ou bien les Savoyards, enfin, ça dépend. Donc, on mettait une énorme poutre, et les soldats gardaient la ville de Sion. Et ce soir-là, quand il est rentré, il était bon dernier. Il est arrivé, il a vu que les soldats l'attendaient près du pont pour fermer la porte. Alors il s'est dépêché avec son mulet. On a fermé la porte sur lui. Mais ce qui l'a étonné, c'est que la poutre, on l'a mise à l'extérieur des portes. Comme si l'ennemi était dans la ville. Bon, il est rentré. Il est arrivé vers la maison, là où il logeait. Puis il a vu qu'il y avait des soldats, un char et des bœufs. Et les soldats étaient en train de clouer des planches sur la fenêtre de la maison d'à côté, la porte de la maison d'à côté, de telle façon que ceux qui étaient à l'intérieur de la maison ne puissent plus sortir. Et il y en avait qui frappaient à la porte et à la fenêtre. Alors lui, il n'a rien fait, enfin il a fait le gentil, c'est-à-dire qu'il n'a rien dit. Il est rentré, mais il a réfléchi. Ça veut dire qu'on était en train de faire avec la ville de Sion ce qu'on faisait avec toutes les villes quand la maladie arrivait. On fermait la ville, on la laissait fermer 6 mois, puis après on rouvrait les portes, et ceux qui étaient encore vivants pouvaient sortir. Seulement lui, il n'était pas de Sion, il était des Odères. Et il n'était pas question qu'il se fasse prendre comme un rat dans cette ville. D'ailleurs, des rats, il y en avait de plus en plus. Hein. Alors il n'a rien fait, il est rentré, il n'a rien dit, puis au milieu de la nuit, il est sorti. Il a sorti son mulet, il a pris son bissac, c'est la seule valise qu'il avait, avec son pain de seigle, son immangeable parce qu'il avait 8 mois d'âge, et puis son fromage des Odères, qui est le seul qu'on peut manger, je suis d'accord avec ça. Il était chercher son mulet, il a sorti son mulet, il n'était pas question qu'il sorte par la porte qui était fermée, mais il savait que derrière le mur de lierre, il y avait une fente dans les murailles et les remparts de la ville de Sion. Ce qu'il y a de bien avec les mulets quand on est pauvre, c'est qu'ils sont maigres. Donc il a poussé son mulet, il s'est faufilé dans la faille et il est rentré chez lui. Il n'a pas pris le chemin qui longe la borne, il était sûr qu'il serait gardé. Il est monté droit en haut jusqu'à V. Comme ça vous fait un petit cours de géographie valaisanne. On ne connaît jamais les autres cantons. Donc il y a Sion, il y a la montagne, il y a V, il y a le Val d'Hérens avec les Vésivies. C'est des très belles montagnes, il faut y aller. Ça, c'est vrai. Le reste est faux. Enfin, j'espère. Oh, quelle chance que ce ne soit pas vrai. Et quand il est arrivé à 5h du matin et qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il avait monté droit la pente jusqu'à V, son mulet non plus n'en pouvait plus, il s'est arrêté un moment, il faut le comprendre. Puis il y avait un grand rocher, puis il s'est assis devant le grand rocher. C'était 5h du matin, il y avait le soleil qui montait derrière les Vésivies, puis il y avait le caillou, c'est la dent blanche. Puis il a vu Sion qui était baigné dans une lumière verdâtre, puis il s'est senti sauvé, le pauvre. Alors il s'est assis, il a laissé son mulet brouter, il a sorti son pain de seigle, son fromage des Odères, puis il s'est mis à ensaliver tout ça. Le pain, ensalivé.
Et à ce moment-là, il a entendu une petite voix, et sur le caillou, il s'est retourné, il y avait une fille, elle était assise au-dessus de lui, elle avait mis sa robe noire par-dessus ses pieds, comme ça, puis elle le regardait. Bon, c'est une fille de là-haut, hein, avec sa robe noire, son petit foulard, puis son petit chapeau qui fait la nuque jolie, même aux filles qui ne le sont pas. Hein. Puis elle était comme ça, elle le regardait, puis elle disait, c'est super, hein, vous êtes vachement bien installés ici, puis c'est un bel endroit pour pique-niquer. Enfin, en patois valaisan, tout ça, je traduis. Puis lui, comme il avait la bouche pleine de pain de seigle, qu'il était en train d'en saliver, et que c'était un valaisan, ben, il ne parlait pas beaucoup. Et il s'est retourné, il lui a demandé si elle voulait un peu de pain, comme ça, elle a répondu que non. Mais quand même, puis elle parlait, les filles, ça parle. Bon, elle avait 12 ans, quoi. Puis quand il a fini son pain, et son fromage, il s'est mis debout, il a secoué les miettes, il s'est retourné, il a regardé la fille s'est mise debout, et c'est là qu'il a vu deux choses qu'il n'avait pas du tout vues au début. D'abord, la fille, elle n'avait pas du tout 12 ans. Ben non, dis donc. Elle n'avait pas beaucoup plus, mais elle avait juste ce qu'il fallait. Hein. Une fille, mais ça te remplissait cette robe de laine, mais ça pétait partout les coutures. Mais ben oui, je m'excuse, c'est un conte, hein. Je me mets dans la peau d'un valaisan pour raconter, il faut me pardonner, moi je ne suis pas du tout comme ça, je suis une vaudoise protestante, qu'est-ce que j'y peux? Puis la deuxième chose qu'il a vue, c'est comme la fille était debout, elle avait sa robe qui lui arrivait comme ça, là, et il a vu devant lui les pieds de la fille. Et la fille, elle avait les pieds nus, elle n'avait pas de sabots, et ses pieds, ce n'étaient pas des pieds, c'était des plaies. Elle avait des chairs éclatées, elle avait des cloques, il a dit, mais tes pieds, mais à quoi il pense ta famille de laisser une fille comme ça, jolie comme toi, courir sur des chemins avec de l'ardoise et tu te... Mais enfin, ils y pensent à quoi? Puis elle a fait comme ça, elle a caché ses pieds, elle était plus haut que lui, elle l'a regardé, elle a dit que c'est parce que... en fait, il s'était usé ses sabots. Comment ça, il s'était usé ses sabots? Ben oui, parce qu'elle marchait depuis longtemps, puis elle avait usé ses sabots. Elle allait où? Elle allait à Evolène. Elle allait à Evolène. Ça lui dirait de faire un petit tour sur son mulet? Ben, elle a dit qu'elle voulait bien, mais il fallait juste qu'elle l'avertisse. En fait, elle n'avait pas l'air, mais elle était vachement lourde. Hein. Il a dit, ah ouais? T'es lourde, toi? Elle a dit que ouais, puis que ça se voyait pas, mais qu'elle l'avertissait. Hein. Alors il a dit qu'il se grouillait d'essayer, quoi. Puis il a mis ses bonnes grosses mains de valaisan, comme ça, bien rêches, bien... Sur sa taille, il a affermi la prise, elle a fait exactement ce qu'il souhaitait, elle a fait... Il est devenu tout rouge. Il a dit il a pas pu la soulever. Et il lui a dit, je vous avais dit que j'étais vachement lourde. Hein. Bon, il a répondu qu'il était resté une semaine à Sion, puis ça affaiblit n'importe qui. Hein. Alors il a affermi sa prise, il l'a posé sur le mulet, et ça lui a fait un vache d'effet au mulet, c'est quand même un comble hein, pour un mulet. Il s'est mis à trembler. Elle a dit, je vous avais dit que j'étais vachement lourde. Il a dit que le mulet était resté trop longtemps à Sion. Vivement qu'on retourne aux odeurs, ça a affaibli un mulet. Il a pris un bâton, puis il a tapé sur le... Aucun animal n'a été blessé pendant le tournage. Aujourd'hui, le politiquement correct fait que même dans les contes, on doit prendre des précautions. Et le mulet s'est mis à avancer en tremblant, couvert d'une mauvaise sueur. Et pendant tout le temps où ils ont marché, de V jusqu'à Evolène, elle a parlé. Et quand ils sont arrivés à Evolène, elle a sauté au bas du mulet, elle a dit qu'elle le remerciait parce que ça allait vraiment mieux, en tout cas ses pieds, puis que vraiment c'était sympathique ce qu'il avait fait, et puis qu'en tout cas ça méritait une récompense. Alors lui, il a dit qu'il était d'accord, il a demandé si on la prenait tout de suite sous les mélèzes, la récompense. Ben, elle a dit qu'on pourrait peut-être attendre un peu. Il irait à la messe demain à Evolène. Ben, il a dit que non. Ben, elle a dit que c'est bête parce que s'il y allait, il aurait sa récompense. Alors il a dit qu'il irait. Et le lendemain, il est venu à la messe, à Evolène. Et comme il avait passé une semaine à Sion, ben, il avait perdu les bonnes habitudes, il est arrivé un peu en retard. Et quand il est arrivé, l'église d'Evolène, elle était pleine à craquer, parce que les gens, quand ils ont peur, à cette époque-là, ils vont tous dans les églises. Et quand il est arrivé, il a vu que tout au fond, il y avait un dominicain, c'est ceux qu'on prenait, c'était les plus adéquats, ceux dont les prédications marchaient le mieux, avec 2 enfants de chœur qui étaient en train de dire la messe. Puis il a vu que l'église était pleine. Puis il l'a cherché parmi les petites nuques, avec les petits chapeaux, avec les petits mouchoirs, mais il ne l'a pas vu. Et tout à coup, alors qu'il s'était mis sur le dernier banc, la porte s'est ouverte, elle est entrée, elle lui a fait un tout petit signe, elle a traversé, elle est allée jusque tout au fond de l'église, elle s'est arrêtée derrière le prêtre, elle l'a juste effleuré comme ça sur l'épaule, pareil, pour les 2 enfants de chœur, petite caresse, mais ils ne se sont pas retournés. C'est comme s'ils ne la voyaient pas. Après, elle a longé tout au-dessous du premier banc.
Elle est allée derrière eux, puis tous, elle leur donnait une petite caresse comme ça sur l'épaule. Elle a traversé la travée, elle a fait pareil de l'autre côté, puis elle a commencé à remonter vers lui. Et quand elle a passé derrière lui, elle ne l'a pas touché. Puis elle est sortie. Puis lui, il est sorti. Puis il l'a vu, elle était assise sur un caillou, là, sur la place des Volaines, près de l'église. Puis il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, ben, je t'ai donné ta récompense. Puis il a dit, mais c'est quoi ma récompense? Elle a dit, t'as pas compris? Mais écoute. Alors il a écouté, puis il a entendu le bruit il venait de l'église. C'était comme une espèce de grand souffle qui ne reprendrait pas sa respiration. Comme si le temps se mettait à avancer puis qu'il ne s'arrêterait pas. Comme si une avalanche tombait, mais molle, l'avalanche. Alors il est rentré dans l'église et puis il a vu. Le prêtre était déjà tombé sur les 2 enfants de chœur. Tous ceux du premier banc aussi. Le bruit, c'était ceux du 2e qui tombaient sur ceux du premier. Puis ceux du 3e banc qui tombaient sur ceux du 2e. Et puis il a vu comme ça toute sa vallée, tous les villages de la vallée qui tombaient les uns sur les autres comme une espèce de vague qui s'éloignait de lui tout en se rapprochant de lui. Puis à la fin, il est resté debout, tout seul. C'était le dernier. Alors il est ressorti. Elle avait disparu. C'est seulement là qu'il a compris qui il avait amené à Evelène. La peste. C'est joli, hein? Non, parce que je vous raconte encore un, donc vous devez rester. Non, en fait, je vais vous dire ce que vous devez faire. Vous devez rester dans cette espèce de tremblement intérieur. Puis après, vous direz, ah, ça, c'était la mort séductrice. Ça va? Il était une fois une vieille dame, comme je les aime, et comme on en connaît de moins en moins, avec des cheveux blancs, des vrais cheveux blancs, et puis plein de rides. Elle était très vieille, tellement vieille, quand elle faisait comme ça faisait des bracelets de peau à ses poignets. C'est ce qui nous attend. C'est fou, cette peau en trop qu'on a, mais où est-ce qu'on la mettait avant? Et elle habitait à cette époque-là tout près d'un village, entre un village et une forêt. Et ceux du village disaient que dans la forêt, la faucheuse habitait. Alors personne n'allait jamais, mais on disait que quand on marchait près de la forêt, on entendait « Ça va, il est bien ce micro. » Donc du coup, on n'y allait pas. Et puis du coup, cette vieille tout près de la forêt, on se disait bon, ben, la vieille, elle était vieille, elle avait sa peau avec elle, ben oui, ça tient compagnie parfois. Elle avait un vieux chien, aussi vieux qu'elle, qui aboyait en faisant peu asthmatique. Elle avait un jardin et puis un pommier, puis c'est tout. Mais alors pas n'importe quel pommier, hein, qui donnait pas des pommes, donnait des pommes. Ça existait à cette époque, il y a encore un exemplaire à l'Arboretum à Aubonne, sinon il n'y en a plus. Voilà, elle est toute seule, elle vit là. Et c'est bien parce que il me reste 6 minutes. Je vois là-haut. Donc du coup, un jour, c'est le mois de mars, elle est chez elle, il fait froid, son feu part pas, elle a froid jusqu'aux os. Et tout à coup, elle entend son chien qui fait « Elle regarde près de la fenêtre, elle voit devant sa fenêtre passer une ombre. Elle a un peu peur, mais il ne se passe pas grand-chose devant sa fenêtre depuis 150 ans qu'elle habite. Alors elle va regarder, elle voit un tout vieux qui est là, qui est en train de regarder la fenêtre, puis qui part plus loin. Elle regarde par la fenêtre, toujours, ça fait une distraction quand même, mais c'était avant la télévision. Et elle le voit qui va dans le village, qui frappe à toutes les portes, puis qui sort une espèce de sac pour vendre, je ne sais pas quoi, des huiles, des choses. Mais personne ne lui achète rien du tout. Il fait demi-tour au fond du village, et au moment où il repasse devant sa maison, elle est dehors. Elle a son châle, elle le regarde, elle lui dit qu'elle a vu, qu'il a essayé de demander de vendre des choses, que personne ne lui a rien acheté, que c'est vrai qu'elle est pauvre, qu'il ne s'est même pas arrêté devant chez elle, mais il veut des pommes. Ben, il dit qu'il veut bien, parce qu'elle a des pommes. Son pommier donne des pommes. Puis elle en garde parce qu'elle n'a plus que 3 dents pour les manger. Alors elle fait des compotes, mais lui en reste à la cave. Il veut des pommes. Ben, lui, il veut bien. Alors il ne faut pas qu'il bouge. Elle va vite chercher des pommes. Elle revient. Et quand elle revient, sur sa main, elle a 5 pommes toutes fripées, aussi fripées qu'elle. C'est fou, la peau de la pomme aussi. Bon. Et lui, il sort un doigt pour prendre une pomme, et au moment où son doigt touche la pomme, il y a un immense éclair tout blanc, mais un éclair de conte. C'est pas un éclair qui fait zagadagada, c'est un éclair qui fait ouch. Ça,
Si ça vous arrive, c'est que vous mélangez curieusement la réalité et l'imaginaire. Faites gaffe, n'abusez plus des substances. En tout cas, dans un conte, c'est bon, ça a fait ouch. Elle a regardé le ouch. Puis quand elle a baissé les yeux, elle a vu le type qui était tout vieux qui jetait derrière lui son vieux manteau de poussière, qui la regardait. C'était Brad Pitt plus George Clooney plus tous ceux qui sont là. Un type superbe qui l'a regardé et qui lui a dit « Vieille femme !» Attends, je recommence. Qui lui a dit « Vieille femme !» Enfin, vous choisissez comment il a fait. Et il lui a dit « Je ne suis pas du tout qui je prétendais être. Aujourd'hui, c'est le jour des souhaits. Et celui qui m'accueille, qui me donne de son nécessaire, je lui donne ce qu'il veut. Jeunesse, beauté, richesse. » Ça, c'est un peu Jean-Marc Richard, mais enfin, bref, c'est égal. Hein. Et il l'a regardée, elle est restée comme ça. Elle n'avait pas la télé, elle ne connaissait pas George ni Richard. Elle était un peu stupide. Alors il a dit « Je !» Elle a dit qu'elle avait compris. Pas parce qu'on est vieux qu'on est forcément sourd. Hein. Seulement elle réfléchissait. Jeunesse, elle avait eu, ça passe. Beauté, elle avait eu, ça passe aussi. Richesse, elle était riche. Elle avait un pommier pour quand elle avait faim, puis un chien pour quand elle était seule. Alors le George Trucmuche, il a dit que c'était superbe, sagesse, tout ça. Mais qu'enfin, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut choisir quelque chose. Est-ce qu'elle choisissait quelque chose? Si oui, quoi? Alors elle a plissé son nez, elle a dit qu'elle savait, puis elle a demandé si c'était possible que ce qu'il ne voulait qu'elle s'y pâta. Il a dit oui, c'est ce qu'elle voulait. Eh bien, elle l'avait. Et puis il a disparu. Puis le temps a passé, les saisons, tout ça. Et l'automne est arrivé, le pommier resplendissait, elle allait cueillir ses pommes quand un jour, alors qu'il faisait très chaud. La porte s'est ouverte toute seule, ça fait une espèce de bruit sinistre, ça fait un clac. On entendrait un bruit de ferraille qui se mettait là contre le chambranle de la porte. On l'a vu avec sa cape, avec son capuchon, avec sa faux, qui était là et qui disait « La vieille, je t'emmène, dépêche-toi ». Elle a demandé si le chien venait aussi. Non, la mort a répondu que non, il ne s'agit pas de tout mélanger. Hein. Il y en a qui sont spécialisés pour les animaux, elle, c'est pour les humains, c'est clair? Elle a juste dit que, alors, si le chien venait pas, ça veut dire que jusqu'à ce qu'on se rende compte dans le village qu'elle était partie, ça prendrait bien 3 jours, puis que pendant ces 3 jours, il mangerait quoi, son chien? La mort a répondu que c'était pas son problème. Oui, eh ben, elle, oui. Et puis elle demandait juste si elle avait le temps d'un soupir pour aller préparer de la nourriture de réserve pour son chien, que ça prendrait pas longtemps, puis que si la mort voulait s'installer confortablement, elle pouvait aller s'installer sous le pommier. Ah, la mort, elle a dit qu'elle se dépêche, qu'elle fasse ce qu'elle voulait. La mort, elle en avait ras la patate de la vie. Elle venait de recevoir un courrier. Elle avait une formation continue à faire sur les étapes du deuil. Alors maintenant, on lui demandait de faire des formations continues. Maintenant, il fallait qu'elle ait des protocoles. Il fallait qu'elle dise « J'ai quelque chose de difficile à vous annoncer ». Il fallait qu'elle attende le temps du choc, de la stupeur. Oh. Déjà qu'elle avait cette espèce de foutue gabardine de laine qui lui tenait tellement chaud. Elle était là sur ce pas de porte, mois de septembre, on crève de chaud, il n'y a plus de saison, hein, il n'y a plus de saison. Et elle avait demandé en haut lieu si elle pourrait avoir quelque chose de plus léger, au moins pour l'été, parce que ça fait des odeurs, les clients se plaignent. On lui avait répondu qu'il y avait encore un stock qui n'était pas usé. Elle pensait à tout ça, c'est pas une vie, la vie de la mort, c'est pas. Et puis à ce moment-là, elle a vu le pommier qui avait une petite ombre toute fraîche, avec un petit banc autour du tronc. Alors, en traînant sa faux, elle est allée s'asseoir, elle s'est laissée tomber sur le petit banc, puis elle a attendu. Puis à ce moment-là, le pommier, il a baissé une branche, et au bout de la branche, il y avait une pomme. Et la mort, elle a ce qu'il faut pour croquer les pommes. Elle a essayé d'attraper la pomme, mais le pommier, il a remonté sa branche. Et la mort, à ce moment-là, elle a vu que le pommier était chargé de pommes. Alors elle a essayé de l'attraper, mais le pommier remontait toutes ses branches. Elle a vu qu'il y avait une échelle. Maintenant, elle avait vraiment envie d'avoir des pommes. Puis en plus, la vieille prenait des plombes pour préparer la bouffe à son chien. Alors elle est montée sur le pommier avec l'échelle. Elle a laissé sa faute tout en bas. Elle s'est installée, un canapé Ikea, ce pommier. Un canapé Ikea, comme ça, tac, confortable, tout ça, moelleux, et des pommes. Et à ce moment-là, elle a entendu une petite voix. La vieille, elle était prête sur son pas de porte. Puis elle disait... Ouh, je suis prête. Ouh. Et la mort a pris une pomme pour le voyage, puis elle a dit qu'elle arrivait. Puis la vieille a continué. Ouh, je suis prête. On a vu le pommier qui commençait à bouger. Des pommes tombées dans l'herbe. Des pommes, des pommes tombées dans l'herbe verte. Puis on a entendu une voix horrible qui hurlait. La vieille fait quelque chose chez le collé à ton foutu pommier. Donc je cite, hein.
Quand il y a des enfants, je change un peu le vocabulaire parce que on n'est quand même pas le choquer, les choquer. La vieille a dit « Ouh, c'est l'orage, je ferais mieux de rentrer ma lessive. » En plus, elle était sourde comme un pot. Le lendemain, quand elle est sortie, la mort a rugi. La vieille, je suis collée sur ton foutu pommier. Et la vieille a dit « Ouh, c'est l'orage. Ou bien alors c'est le renard, je ferais mieux de rentrer mes poules. » Et la mort restait collée là. Le lendemain, elle avait une gorge enflammée. Avec les premiers frimas, elle a une angine chronique. Avec l'hiver, elle a gelé, dégelé, dégelé, pendant 2 ans, 50 ans, 100 ans, 150, 350 ans. Ça a duré 300, c'est ça qui a bien avec les comptes, on est généreux avec le temps. 350 ans où elle est restée collée sur ce pommier, 350 ans où elle n'a rien pu faire son travail. Et dans le monde, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était super, plus personne mourait. Les premiers qui s'en sont rendus compte, c'est les pompes funèbres. Et puis les écoles d'infirmières, ils avaient moins de boulot, c'est vraiment beaucoup moins de boulot. Alors on a commencé à tellement s'ennuyer qu'on a fait des bébés partout. On mettait les gens par recouche, les plus anciens dessous. Les soins palliatifs ne pouvaient même plus bosser parce qu'ils n'arrivaient plus à atteindre les pauvres qui essayaient de mourir désespérément. On ne mourait plus. Alors on a commencé à faire des manifestations pour réclamer la mort pour tous, aussi pour les riches, après tout, hein. Mais ça ne servait à rien. Ça a pris tellement longtemps jusqu'à ce qu'on découvre que la mort était restée collée sur le pommier d'une vieille. C'est un conte intéressant parce qu'il dit que si la mort n'était pas là, la vie ne serait pas possible. Et on est allé chez la vieille, et on a forcé sa porte, et on a trouvé cette espèce de vieille qui avait mis l'humanité dans un tel état de désastre. On lui a demandé si c'était vrai, elle a dit que oui. Mais comment c'était possible? Un jeune homme, jeunesse, beauté, richesse. Et alors? Eh ben, elle avait demandé que celui qui monterait sur son pommier ne pourrait plus redescendre tant qu'elle ne serait pas d'accord. C'était tout. C'était tout. Elle n'avait qu'une seule chose à faire, qu'elle y aille sur l'heure, libérer la mort. On ne peut pas vivre sans la mort. Alors elle a trottiné jusque vers le pommier, elle a pris une branche, elle a dit à la mort « Et ?» La mort a dit « Ouais ». La vieille a dit « Je te laisse partir à une condition. Tu viendras me prendre quand je serai d'accord. » La mort, elle a juré. La vieille a chanté une petite chanson. La mort a senti son derrière qui se décollait. Toute courbattue, elle est redescendue l'échelle, elle a pris la faux toute rouillée, et, virgule, la faux rouillée entre les jambes, virgule, elle est partie rattraper le travail en retard. Ebola, c'est ça. Épidémie, pandémie, elle a tout fait pour rattraper son travail en retard. Elle a songé un peu à une moissonneuse-batteuse, mais elle préférait le travail 1-1, à la faux. Puis un jour que son travail en retard l'appelait tout près de chez la vieille, elle a vu la vieille qui était là en train de biner son jardin, ses haricots. Elle a senti une orage quand elle a vu ce foutu pommier, elle avait passé 350 ans. Elle a tout sur la pointe des pieds, elle s'est approchée de la vieille, elle a mis les 2 mains sur la barrière, elle a dit « Alors !» La vieille. La mort lui a dit « Je te prends tout de suite ». La vieille a demandé si elle voulait des pommes. Et la mort est partie, elle ne supportait plus la vue d'une pomme, le goût d'une pomme, la confiture aux pommes, ça lui foutait un prurite osseux. Je sais, ça n'existe pas, mais dans les contes, si, qui était du dernier désagréable. Et la fois suivante, quand elle a passé, la vieille était là, elle lui a dit « Eh quoi, on va pas se faire la tête, hein? Tu veux une tisane ?» Il ne faut jamais accepter une tisane quand une vieille dame vous dit « Vous voulez une tisane ?» Jamais, jamais, ça prend 2 heures. Le temps qu'elle ait trouvé la bouilloire, qu'elle l'ait remplie, qu'elle ait réalisé qu'elle avait allumé la plaque d'à côté et que ce n'était pas la bonne, le temps qu'elle ait trouvé les queues de cerises pour faire la tisane adéquate, le temps qu'elle vous fasse votre tisane qui est bouillante, le temps qu'on arrive à la boire, plus le chien qui arrive et qu'on caresse, c'est foutu. C'est comme ça qu'elles sont devenues copines. Chaque fois maintenant, la mort s'arrête pour essayer une autre tisane. Et maintenant, elle accepte du crumble aux pommes, de la compote de pommes, des pommes confites. Elle accepte tout, et même du calva. Et là, aujourd'hui, quand elle passe, le chien n'est plus là. La vieille est toute seule, avec un peu plus d'eau dans ses yeux. C'est son chien, le petit tas de terre. Elle n'a plus son chien, alors. Ben alors, elle veut pas que la mort la prenne maintenant? Ben non, dit la vieille, elle a encore son pommier. Et la fois suivante, quand la mort passe, le pommier, il était déraciné. Il y a eu une tempête, puis il était si vieux. Et la vieille, elle n'est pas sur le banc dans la maison. La mort rentre tout doucement. La vieille est dans sa chambre, dans son lit. Elle s'est fait une raie au milieu. Elle a lavé ses cheveux. Ils sont tout vaporeux comme les nuages. Elle a mis ses 2 mains sagement de chaque côté du lit, de son corps. Elle a sa petite chemise avec de la dentelle juste sous le menton pour cacher tous ses plis de peau.
Et quand la mort passe la tête par la porte, la vieille lui dit, tu as vu l'arbre? Bon, ben tu peux me prendre maintenant, mais d'abord tu me fais une petite tisane. Et la mort lui fait une petite tisane. Elle se met là, la mort, tout près, sur le matelas. Et la vieille lappe à petits coups sa tisane, puis elle dit à la mort, ça va se passer comment maintenant? Alors la mort lui dit, ben, je vais me pencher vers toi, je te prendrai dans mes bras, puis je t'emmènerai dans ma forêt. Mais elle dit, la petite vieille, ça fait mal? Mais non, elle dit la mort, ça fait pas mal du tout, tu sais pas du tout. Mais ça fait quand même un petit peu peur, elle dit la vieille. Ah ben oui, elle dit la mort, c'est normal quand on sait pas ce qui vous attend, on a toujours un peu peur. Tu pourrais pas me chanter des chansons de petite fille? Je peux te chanter des chansons de petite fille, mais tu les connais? Mais bien sûr que je les connais. Et si quelqu'un avait pu voir ça, cet après-midi-là, il aurait vu une grande mort, comme une maman, qui se penchait sur une toute petite vieille, qui la prenait dans ses deux grands bras, bien solides, qui la portait comme on porte un tout petit, et puis qui marchait vers la forêt, la tête penchée, en chantant des chansons de loups qui sont dans les bois quand on n'y croit pas. Et dans les bras de la mort, la petite vieille se défaisait. Comme ça se défait les brumes, juste en automne comme maintenant. C'est baigné d'écharpes blanches et laiteuses, et puis le soleil vient, et ça fond, ça disparaît. Et après on dit, oh, comme il fait beau, encore. Et on l'a plus revue, la petite vieille. Mais ceux du village, un jour, ils ont passé près de la forêt. Et la forêt, elle faisait plus... Et il y en a un, il s'est penché, il a dit, regardez ce qu'on voit. Et en effet, sous des arbres, on voyait un chemin d'herbe toute douce, avec un petit ruisseau qui gargouillait tout autour, et une touffe de populage jaune. Et il y en a, ils sont allés dans la forêt, ils sont entrés le long du chemin, ils ont suivi la rivière, ils sont ressortis, et ils ont dit que finalement, la mort, c'était pas si terrible que ça. Voilà, c'est l'histoire d'un village qui avait peur, et qui depuis a un tout petit peu moins peur. Bonne fin de journée.